Bien, nous allons pouvoir commencer ce séminaire. Il s'agit du 5e séminaire solidaire intitulé La littérature contre la guerre. 5e séminaire, hélas. Hélas parce que la guerre en Ukraine n'a pas pris fin. Semble-t-il, est loin de prendre fin. Et que notre connaissance des horreurs qui accompagnent cette guerre ou que suscite cette guerre, horreur perpétrée par l'armée russe à l'endroit des populations ukrainiennes. La liste de ces horreurs s'accroît elle aussi, et que nous sommes pris à la fois dans une sidération. Oui, ça peut arriver encore, alors que la rengaine du jamais plus, nous la connaissons que trop bien. Eh bien, ça peut arriver encore à nos portes, et en direct, dirais-je, puisque le développement de la technologie fait que, moins que jamais, on peut dire nous ne savons pas. La guerre en elle-même et puis les atrocités de la guerre. Le déni aux valeurs de la démocratie, aux valeurs de la justice, aux valeurs de la tolérance sur lesquelles l'Europe, en principe, est bâtie. Bien sûr, aide des États-Unis, aide de l'Europe à l'Ukraine, fourniture de matériel militaire, d'aide de logistique de toutes sortes. Et nous qui sommes à distance, la volonté malgré tout d'aider en proposant ce séminaire solidaire. Je suis Alexis Nousselovitch, professeur de littérature générale et comparée à Aix-Marseille Université, et je suis également vice-doyen chargé de la recherche à l'UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d'Aix-Marseille Université. Aider avec nos moyens, c'est-à-dire considérer que la littérature est un dispositif qui nous permet d'approcher ce qui échappe à nos dispositifs de cognition, d'intellection, de sensibilité. Que la littérature est à même de créer une proximité avec ce que par ailleurs nous voudrions rejeter, notamment l'horreur de la guerre. Nous allons tout à l'heure dans la ville d'Aix-en-Provence, on retentit des sirènes comme chaque jeudi, chaque mercredi de chaque mois, des sirènes qui sont censées être un exercice d'alerte en cas de... Et en fait, à Aix-en-Provence, comme dans tant d'autres villes françaises, et nous les écoutons sans véritablement prendre conscience de la signification de ces sirènes-là, des sirènes qui seraient censées nous alerter en cas de bombardement, etc., etc. Bon, bref, une pratique qui date de la dernière guerre. Et nous les écoutons d'une oreille totalement distraite et, pour dire, indifférente. En Ukraine, les bombes tombent. Les bombes ensevelissent les victimes, des enfants, des femmes, des hommes, des personnes âgées sous les décombres. Et je me disais que la poésie dont nous allons traiter aujourd'hui pourrait être apparentée à ces sirènes que nous entendons. Le format de ce 5e séminaire sera quelque peu différent. Jusque-là, des universitaires se sont penchés sur des textes écrits dans différentes littératures. Et aujourd'hui, nous allons non seulement nous pencher sur des textes, mais vraiment plonger dans ces textes-là grâce au travail de la traduction. Je suis très, très heureux d'accueillir Agathe Bonin à ce séminaire. Agathe qui est étudiante à l'INALCO à Paris et dont j'ai appris qu'elle, volontairement aussi par un geste de solidarité, qu'elle avait entrepris la traduction d'un poème d'une poétesse ukrainienne contemporaine, et j'étais
bouleversé par ce geste, et je tiens à vous le dire, Agathe, de voir dans votre génération cette prise de conscience à la fois de la nécessité d'agir, de s'engager, et de le faire par le biais de la littérature, et de le faire par le biais de la traduction. Car la traduction, ce n'est pas le dialogue. Le dialogue peut se faire au travers de fils barbelés. Entre le bourreau et la victime, il peut y avoir dialogue, même si c'est un dialogue, je dirais, unilatéral, mais le bourreau peut s'adresser à la victime. La traduction, c'est tout autre chose. La traduction, c'est se mettre à la place de l'autre, être capable de reconnaître que dans l'altérité de l'autre, il y a la possibilité pour notre identité de se déplacer et d'être accueillie. Et cette traduction que vous avez entreprise d'un poème ukrainien, d'un poème rédigé en langue ukrainienne, me semble être aussi un modèle politique. La guerre en Ukraine, c'est aussi l'impossibilité pour la Russie de traduire l'Ukraine. Quand on traduit, on se traduit aussi. Et c'est l'impossibilité pour la Russie de se traduire en Ukraine. Alors que l'Ukraine, elle a montré depuis très longtemps qu'elle est capable de se traduire en Russie et de traduire la Russie en elle. Et donc je crois que l'acte, le geste de traduction qui est le vôtre, Agathe, est un geste qui a une signification politique, ou du moins qui peut inspirer une attitude politique. Je vous remercie donc sincèrement d'avoir accepté cette participation par ce travail de traduction. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui a déclenché en vous cette volonté de traduire ce poème-là? Vous auriez pu, vous qui êtes, je crois, bilingue, ukrainien-français, vous auriez très bien pu vous contenter de lire le poème en ukrainien. Non, vous avez voulu le traduire, c'est-à-dire le partager avec nous. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce geste de traduction? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et l'occasion de pouvoir partager ce travail et puis surtout la poésie de Luba Yakimchuk. Ce qui a motivé ce besoin parce que je dirais que c'est plutôt un besoin de traduction, c'est que j'avais lu en fait ce poème en 2016, donc la guerre avait déjà commencé de fait, j'en avais gardé un souvenir très très ému par la force qu'incarnait et que véhiculait ce poème. Et en fait, je me posais déjà la question à l'époque, je n'étais pas étudiante en traduction, je m'étais posé la question déjà comment partager cette émotion et comment partager cette histoire à plus que moi en fait en tant que lectrice. Et l'occasion de la guerre a vraiment été un élément déclencheur où ces premières questions que j'avais déjà eues en 2016, où je m'étais dit mais comment traduire cette émotion, ce que ce poème dit de ce que la guerre des structures de la vie, des structures des êtres, des structures des paysages. Euh, Comment le rendre en français, comment le rendre dans une autre langue et comment voilà, faire entendre une autre histoire, sachant que cette histoire est racontée selon des modalités d'un langage qui se fragmente par une réalité qui se fragmente. Donc, si je le comprends bien, il y a l'invitation pour vous à ce que nous ne pouvons pas partager, parce qu'encore une fois, la souffrance en Ukraine, c'est loin, non pas géographique, mais non pas géographiquement, mais empiriquement. Comment la souffrance de l'autre peut-elle nous atteindre? Elle peut nous atteindre, oui, intellectuellement, moralement, mais physiquement, je dirais, dans le pathos, dans la passion au sens étymologique, celle qu'on reconnaît dans sympathie, souffrir avec l'autre. Est-ce que c'est possible de souffrir avec l'autre? À cette question, vous répondez en disant, cette souffrance-là, elle est dans la langue ukrainienne par le travail de cette poétesse, et donc cette souffrance dans la langue, je peux tenter de la reproduire dans la langue française. C'est-à-dire que la littérature nous permettrait expérimentalement de nous approcher de cette souffrance. Oui, et puis
En fait, je trouve qu'il y a deux choses dans ce poème. C'est que d'une part, il y a l'extrême souffrance qui est racontée et qui est dite, et surtout presque l'impossibilité en fait de faire autrement que de la dire. Mais elle dit quand même qu'il n'y a aucun poème qui peut advenir en fait face à la guerre. Mais ce qui est très fort, je trouve, et c'est ça vraiment que que je souhaitais peut-être partager au-delà de la souffrance, c'est ce geste littéraire, humain, face à l'horreur, face à l'impossibilité de dire ou d'utiliser les mots comme avant ou la langue comme avant, de faire quand même poème, de faire quand même un pont, de sortir de cette horreur et comme un rempart en fait face à la guerre et face à l'horreur de ce que c'est, de le matérialiser en mots, quand bien même ça matérialise une défragmentation en fait. La poésie permet ce que l'empirisme ne permet pas, à savoir où je parle, où je ne parle pas, où je suis dans la parole, où je suis dans le silence, alors que le poème, lui, peut parler et en même temps intégrer du silence. On a vu avec d'autres exemples dans l'histoire de la poésie occidentale, l'exemple de Paul Celan, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure. Vous pourriez nous présenter la poétesse, autrice du poème sur lequel vous avez travaillé? Donc, Luba Ekemchuk est une poétesse donc, qui est originaire du Donbass, de la ville de Pervomaisk, qui est née en 1985. Et elle y a habité jusqu'à la guerre, où elle a fini par émigrer à Kyiv, donc la capitale, où elle se trouve toujours actuellement. Donc elle a décidé de rester parce que quand la guerre de 2022 a commencé, après une première fuite, elle s'est trouvée confrontée à l'impossibilité de fuir une seconde fois et le besoin de résister. Et donc, elle est toujours active, elle parle toujours sur les réseaux sociaux, elle est allée en Europe aussi pour lire ses poèmes. Donc, le recueil d'où est tiré le poème que je vais lire tout à l'heure a été traduit en anglais, donc sous le titre Apricots of Donbass. Et donc, voilà. Elle est poétesse de langue ukrainienne, sachant donc qu'elle est d'une région essentiellement russophone et qu'elle était plutôt russophone. Mais sa langue de poésie, son matériau poétique, a toujours été la langue ukrainienne. Et en fait, ce recueil, elle avait commencé à l'écrire avant la guerre de 2014, j'entends, euh, parce qu'elle voulait partager en fait son Donbass natal telle qu'elle l'avait connu et telle qu'elle avait vécu, qui était tout à fait à rebours et à l'opposé en fait de tout l'imaginaire qui entourait en fait la région du Donbass, qui était vraiment perçue, on va dire, dans le reste de l'Ukraine comme une ville industrielle, essentiellement minière, et donc peut-être entachée du charbon qui tache les vêtements, qui assombrit les visages, du coup de paysages qu'on imagine très, très noirs et, euh, et en fait, c'était absolument pas le ressenti qu'elle avait et le vécu qu'elle avait avec cette région et sa vie là-bas en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, en tant que femme. Et elle a un rapport qui est beaucoup plus sensible de fait. Et donc, elle avait eu ce désir de raconter sa région telle qu'elle le connaissait. Et donc avec quelque chose de tout à fait fleuri, en fait, rien que dans le titre, puisqu'elle parle des abricots du Donbass. Bien entendu, elle va parler des mines, elle va parler de son père qui est mineur, elle va faire des poèmes sur les paysages très spécifiques du Donbass, avec les terrils, avec les montagnes de charbon, mais elle a introduit quand même quelque chose d'éminemment sensible. Et en fait, elle relie vraiment son corps avec ces paysages-là, et donc son corps de femme, le désir, sa maternité aussi, son lien avec sa mère. Et puis la guerre commence, et évidemment, ce recueil prend une autre tournure parce qu'elle va finir enfin, ce travail en fait de raconter le Donbass va se poursuivre, mais selon des modalités qui sont évidemment différentes, puisque là, elle va quitter ces paysages connus et elle va les quitter dans la souffrance déjà de la perte et de la distance, mais aussi avec la souffrance de la destruction des êtres, de la destruction des liens entre les êtres, de la destruction des paysages, des souvenirs. Le recueil paraît en quelle année?
en 2015 pour En la première 2015. version. Et en fait, là, elle a continué à écrire d'autres poèmes. Et donc, il y a eu une réédition avec des poèmes plus actuels. Mais voilà, il y a une première version qui a été publiée en 2015. D'accord, donc c'est véritablement une poésie qui s'écrit en même temps que l'histoire dont nous sommes les contemporains. J'imagine que vous avez dit effectivement le rapport au corps, le rapport au paysage, donc le rapport à la langue ukrainienne, c'est évident. Est-ce que c'est aussi un choix politique d'écrire en ukrainien alors qu'on se coupe de tout le marché russophone, si j'ose dire? C'est tout à fait un choix. Alors, d'une part, elle l'explique comme quelque chose qui était presque naturel, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas écrire autrement, mais évidemment, ça s'accompagne d'un choix qui est éminemment politique, parce qu'elle milite aussi pour justement que la langue ukrainienne ne soit pas complètement avalée et tout l'historique en fait ukrainien de ces villes ne soit pas avalé une russification, mais qui est une russification agressive en fait. Elle n'est évidemment pas contre la langue russe, mais il y a l'idée en tout cas d'inscrire l'histoire et d'écrire l'histoire aussi en ukrainien parce que c'est aussi des villes qui ont une histoire ukrainienne. Passons, passons à la lecture du poème et de votre traduction, Bien sûr. si vous le permettez. Розкладання. На східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Лю зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках. І до Нецька мені не дістатися, щоб витягти її з підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка. Ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери. І всі вони р. Первомайськ розбомбили на Перво і Майськ. Безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться Сосюра. Уже більше ніхто з людей не родиться. Я дивлюсь на колообрій. Він трикутний, трикутний. І полі соняхів опустило голови. Вони стали чорні і сухі, як і я. Вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба. Et votre traduction? Donc, décomposition. À l'Est, rien de nouveau. Combien de temps encore sans rien de nouveau? Le métal devant la mort devient brûlant, alors que de lui, les gens deviennent glacés. Ne me parlez pas d'un certain Luhansk. Depuis longtemps, n'en reste que Hansk. Loup rasé sur l'asphalte rouge, mes amis maintenus en otage. Et Donetsk a tourné son dos. Je ne peux les libérer du sous-sol, au-dessus du sol, du dessous du sol. Et vous composez des vers, ouvragés comme des chemises brodées. Vous composez des vers sans aucune aspérité, de la haute poésie d'or. Dans la guerre n'advient pas la poésie. La guerre n'est que décomposition, n'est que lettres, et toutes font rrr. Pervo-Maïsk a été atomisé en Pervo et Maïsk. Souffrant le martyr dans un éternel recommencement, la guerre y est de nouveau terminée, sans que la paix éclose pour autant. Dès Baltsevo, déterrez mon Baltsevo, Sosura n'y naîtra plus, plus rien d'humain n'y naît plus. Je scrute l'horizon, réduit à un triangle étranglé. Dans les champs, les tournesols ont baissé leur tête. Ils sont devenus noirs et secs. Et moi, je suis déjà une vieille baba. Je ne pourrai jamais plus être Luba. Ne reste que
bas. À la fois le poème et votre traduction appellent quelques secondes de silence. Il est très difficile de reprendre une conversation après l'audition d'un poème d'une telle force. Et je dois dire, je suis très, très impressionné par la qualité de votre traduction. Alors certains vont me dire, mais tu parles pas ukrainien, comment tu peux juger d'une traduction? Précisément, c'est ignorer totalement ce que veut dire le geste traducteur. Une traduction est un texte en lui-même. Une traduction se défend en elle-même. La traduction d'un poème est un poème, on le sait. Et ce que vous avez rédigé est un poème qui suscite une profonde émotion, et la formule est un peu dérisoire, mais je vous remercie de cette traduction. Le travail sur la langue, je le disais, et vous avez raison, c'est un poème qui est ce qu'on appelle en théorie littéraire un poème poétologique, un poème qui parle aussi de la poésie, comme aussi dans l'œuvre de Paul Celan, on rencontre des poèmes qui disent, qui essayent de définir la poésie et surtout qui disent l'impossibilité d'écrire de la poésie. Et par exemple, je reconnais dans le poème que vous avez lu et dans votre traduction, tout d'un coup, le dénuement à la lettre, le que vous avez traduit. Il y a un célèbre poème de Paul Celan qui s'appelle Die Silbe Schmerz, la syllabe. Alors, Schmerz, ça veut dire la douleur. Mais si je dis la syllabe douleur, je trahis puisque c'est déjà deux syllabes comment dirais-je, en français. Et à la fin du poème, il y a aussi cette décomposition de la langue allemande de la poésie jusqu'à simplement son unité littérale des lettres. Et notamment, c'est à la fin du poème un jeu sur bourg, Stabirte. Or, Buchstabirte, c'est épeler. Et donc, il a, comment dirais-je, il a formellement épelé le mot épelé en étant bourg. Voilà. Par rapport à ce poème, donc, si on y revient, quelles ont été les difficultés, aussi bien au niveau formel qu'au niveau, je dirais, émotionnel? Est-ce qu'il y a eu des passages qu'a priori, vous ne pouviez pas traduire? Alors, typiquement, en fait, le jeu le plus important et qui cristallisait vraiment toute l'émotion, c'était ces noms de villes qui sont désolidarisés en Peut-être on syllabes. peut remettre la traduction ou l'original. Donc, en fait, il y a plusieurs noms de villes qui sont dits, donc, enfin, villes ou régions. Donc, il y a Luhansk, il y a Donetsk et il y a Pervomaisk et Debaltsevo. Euh, et en fait, quand elle les désolidarise en ukrainien, par exemple pour Donetsk ou pour Debaltsevo, il y a quelque chose en ukrainien qui se passe qui ne peut pas se passer en français. C'est qu'en ukrainien, do est une préposition et des aussi. Et donc en fait, do, ça veut dire jusqu'à et des, ça veut dire où. Et donc, quand elle fait Donetsk, enfin, quand elle dit Donetsk à Niledistatesia, donc je ne peux pas, enfin, jusqu'à Netsk, donc jusqu'à Donetsk, je ne peux pas aller, je ne peux pas atteindre Donetsk. Je ne pouvais pas trouver ce jeu, en fait, en français, en désolidarisant simplement Do et Netsk. Au début, j'étais partie sur deux, en français, deux Netsk que je ne peux atteindre, mais ça renversait un petit peu le problème parce qu'en fait, c'était pas jusqu'à, c'était à partir de Donetsk que je ne peux atteindre mes amis. Donc, c'était pas satisfaisant d'une part pour cette raison-là, et d'autre part parce que il me semblait qu'il fallait absolument garder le nom en fait en français. Donetsk se dit Donetsk, donc je ne pouvais pas faire l'économie de ce do. Et donc, pour parler de cette impossibilité d'atteindre Donetsk et d'atteindre ses amis qu'elle aimerait sauver donc des sous-sols, donc ses amis en otage, j'ai dit Donetsk a tourné son dos. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que que j'ai pu résoudre de la sorte. Et après, il y avait Debaltsevo. Donc, de en ukrainien veut dire où. Et donc, elle dit Debaltsevo. Donc, en gros, où est Baltsevo? Où est mon Baltsevo? Elle dit De moje Baltsevo. Donc, où est mon Baltsevo? Et donc, j'ai fini par le
jouer en fait avec le dé quand même, que j'ai gardé 2 Baltzevo. Mais comme elle cherche son Baltzevo, j'ai introduit cette idée de déterrer mon Baltzevo, de moje Baltzevo. Donc c'est un ajout qui m'a permis de jouer en fait avec l'onomastique de cette ville, enfin de ces villes, et de conserver quand même leur unité, quand bien même elle est désunie en syllabes en fait. Et après, dans ce qui a été impossible, enfin impossible, c'est-à-dire que donc, la ville de Pervomais, qui est la ville dont elle est originaire par ailleurs, ça veut dire 1er mai. Donc Pervomais, après 1er mai. Donc là, c'est dans le quatrième paragraphe, la quatrième Voilà, strophe. Voilà. c'est ça. Et en fait, donc j'ai pu faire Parvomaes qui a été atomisé en Parvomaes, ça ne changeait pas grand-chose. En revanche, sur le vers suivant, souffrant le martyr dans un éternel recommencement, en fait, dans le poème en ukrainien, elle dit, attendez, je vais le retrouver. Elle dit Beskinech no mayat et snachev perche. Et donc elle dit, enfin, souffre sans fin. Nachev patch, ça veut dire comme pour la première fois. Sauf qu'en fait, c'est pas n'importe quelle première fois. En fait, c'est ce 1er mai comme un premier jour de mois qui revient en fait sans cesse. Et donc, j'ai dû perdre cette idée de première fois et de rester sur l'idée d'un éternel recommencement. Mais voilà, quelque chose a été perdu en français parce que de fait, Pervomaes ne veut pas dire 1er mai pour nous. Voilà. Bon, et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que le 1er mai aussi, on est complètement dans l'actualité, à la fois dans l'actualité calendaire, mais aussi la signification du 1er mai, voilà, fête des travailleurs, fête de l'égalité, etc. Fête qui a été pendant très longtemps associée à l'Union soviétique et à la libération, à tous les dispositifs de libération que l'Union soviétique, ou du moins que l'aventure de l'Union soviétique était censée illustrer. Ce que je constate aussi, c'est ah oui, je voulais aussi vous demander si on peut revenir sur la traduction du poème, le nom qui est utilisé, Susaria, si ma mémoire est bonne. Ah oui, Saussura. C'est Susuria. Est-ce que c'est un un poète, oui. Je comptais en parler Ah, justement. je vous en prie. Je l'ai gardé parce que, bon, de fait, forcément, pour un lecteur ukrainien, Saussura, on sait forcément qui c'est. Mais c'est aussi un poète, en fait, qui est originaire de cette région, qui D'accord. écrivait en ukrainien. Et en fait, il a écrit un poème qui est iconique, qui s'appelle Lubit Ukrainu, donc qui veut dire aimer l'Ukraine. Lubit Ukrainu, c'est Lubit, donc aimer l'Ukraine comme vous aimez le soleil. Et c'est un poème qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est en pleine période stalinienne, mais c'était c'est en ukrainien, c'est-à-dire que ce qui est particulier, c'est qu'en principe, tout ce qui pouvait faire figure de, de défense de la nationalité ukrainienne, de la particularité ukrainienne au sein de l'Union soviétique, était vu comme une forme de dissidence dangereuse. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a cette volonté d'exalter en fait les troupes qui combattent en fait les nazis. Et donc Saussure on commandite à Saussure d'écrire un poème qui va galvaniser les troupes en présence. Et donc il écrit en ukrainien et il écrit aimer l'Ukraine, alors que par ailleurs Saussure va être complètement broyé en fait par le régime et quelqu'un qui aura incarné et qui va incarner aujourd'hui vraiment un symbole très important pour les Ukrainiens en termes d'identité, en termes de littérature, en termes de poésie, est aussi le symbole d'un poète qui a été brisé en fait par la machine staliniste, mais qui malgré tout, à un moment très précis donc de guerre, de cristallisation de la lutte et donc d'un besoin en fait de mobiliser les peuples qui faisaient l'Union soviétique et qui de fait étaient pas uniquement russes, mais étaient tout à fait différents. Il y a ce poème qui existe quand même et qui est écrit en 1944.
autre allusion littéraire dans le deuxième vers, à l'Est, rien de nouveau, qui est Tout à bien fait, sûr le de célèbre remarque. titre de Remarque. Mais c'est à Euh, l'est cette fois-ci et ce n'est pas à l'ouest. Exactement, exactement. Et là, il y a aussi Non. quelque chose de très, à l'Est, rien de nouveau, quelque chose de très fort c'est le premier vers du poème. Et d'emblée, il y a une espèce de branchement vers la littérature, comme s'il nous disait, mais ce livre, comme si la poétesse nous disait, ce livre de Remarque, à quoi a-t-il servi? À quoi a-t-il servi? Alors qu'on le sait, c'est un des grands livres que l'on cite quand on parle de littérature contre la guerre, précisément. Remarque, qui était sur le front, a eu cet engagement littéraire en disant je veux témoigner. Et donc il fait partie de ces écrivains qui, après la Première Guerre mondiale, a écrit sur cette Première Guerre mondiale et a dénoncé l'horreur de cette Première Guerre mondiale. Et puis ensuite Remarque, dans son œuvre de romancier, a aussi traité de la Seconde Guerre mondiale, notamment des réfugiés. Enfin, bon. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment dans la structure même du poème, un poème qui se branche explicitement sur la littérature occidentale et qui nous dit mais à quoi sert-elle cette littérature? C'est repris ensuite dans la troisième strophe sur cette merveilleuse image des chemises brodées. Et là, tout l'imaginaire occidental, on voit très très bien ces chemises en Europe de l'Est, dans les pays slaves, etc., qui et cette poésie ornementale, d'une certaine manière, qui devrait être condamnée. Et pourtant, le poème s'écrit dans la douleur dont on nous a parlé. Et le poème s'écrit et c'est dans la dernière strophe, cette atteinte au nom même de la poétesse. Dans ces trois derniers vers, je ne pourrais plus jamais être Liuba, ne reste que bas. Déjà, dans votre traduction, il y a une profonde émotion qui se dégage de ces mots. Quelles en sont davantage les résonances en ukrainien? Est-ce que Liuba, c'est le même sémantisme que l'amour? Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, c'est ce que je trouve en fait aussi effectivement très fort dans ce poème, c'est cette contamination de, de tout ce qui se fragmente en fait avec la guerre. Donc, évidemment, il y a les paysages, il y a les villages, il y a les vies, mais c'est les vies jusqu'aux êtres en fait. Et ce que je trouve en fait très beau aussi, c'est juste avant ça, elle parle donc des champs de tournesol qui ont baissé leur tête et qui va introduire en fait cette contamination de la défragmentation jusqu'aux êtres, jusqu'à elle en tant que poétesse aussi, où elle dit et moi, où il y a ce rejet en fait, enfin il y a cette isolation syntaxique de et moi, donc ils sont devenus noirs. Elle aurait pu dire comme eux, je suis devenue noire, mais c'est ils sont devenus noirs et moi aussi évidemment, je suis devenue comme eux et puis moi, comme toutes ces villes qui sont disjointes disjointes syntaxiquement, mais parce qu'elles ont été disjointes par la réalité terrible de ce que la guerre provoque. Euh, il y a Lou, il y a Hans, et puis il y a Ba, et elle ne pourra plus être comme elle a été auparavant. En fait, la guerre marque vraiment un changement dans l'identité, autant des lieux que des êtres, que des souvenirs. Et il y a une impossibilité d'écrire comme avant. Et effectivement, l'intertextualité est intéressante avec Remarque, mais c'est aussi une poétesse qui, avant la guerre, s'intéressait beaucoup à la poésie futuriste ukrainienne, et notamment à Mikhail Semenko. Et comme on le sait, le futurisme, donc, qui est un mouvement donc, qui a existé en Europe avant la Première Guerre mondiale, était quand même déjà un mouvement d'avant-garde qui prônait comme ça les disjonctions syntaxiques, la fragmentation du langage, le langage qui est explosé avec des jeux typographiques. Et il y avait quand même un discours qui était très militaire, qui était dans le manifeste de Marinetti de 1909, le manifeste du futurisme, il parle quand même de la guerre comme seule hygiène du monde. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que lui, il prône ces jeux typographiques ou ces mots qui se fragmentent, et il le fait avant la guerre. Et en fait, après la guerre, on voit avec Dada, par exemple, un autre type de fragmentation, mais elle n'est plus du tout militante au sens de tabula rasa, il faut brûler les bibliothèques, il faut brûler les musées, il faut brûler les mythes et il faut créer, il faut
créer comme si rien d'autre n'avait existé auparavant et le faire dans une certaine violence. Et le passage à la création, quand il y a eu une vraie violence qui a été la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu un vrai traumatisme qui a vraiment euh, éclaté les êtres et éclaté les vies. Et là, il y a bien sûr un éclatement du langage en syllabes, mais l'éclatement dada ou l'éclatement voilà, de la poésie après-guerre, il est en réaction à... Enfin, il est de nouveau en cette impossibilité finalement de parler comme avant et de, de recourir à une langue ouvragée, à la raison résonante qui est désignée comme la grande fautive qui a permis la guerre, en fait, cette société occidentale et tout son positivisme a permis l'horreur et il n'est plus possible d'écrire comme avant. Mais du coup, on est à deux types de fragmentation du langage, à deux extrémités temporelles entre un avant le traumatisme et un après le traumatisme. Et finalement, pour des raisons très différentes, on a le langage qui est utilisé différemment et qui est utilisé selon des modalités où il est modifié, mais de façon très violente. Mais il y en a un où c'est militant et c'est esthétique, et l'autre où c'est juste une impossibilité en fait de recourir au langage comme avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'histoire de la littérature développe des stratégies d'écriture qui sont utilisées soit à l'époque de l'élaboration de ces stratégies, soit plus tard, soit dans une anticipation d'une certaine manière. On l'a souvent dit, l'œuvre de Kafka, par exemple, est une anticipation de l'abomination de cette modernité totalitaire du XXe siècle et d'une certaine manière les avant-gardes dadaïstes, qui sont sortis du climat de la Première Guerre mondiale, vont bien sûr anticiper aussi les horreurs donc de ce qui va advenir. Là, je vous attirer notre attention sur un point extrêmement grave, c'est-à-dire si on va au bout de cette éthique esthétique, cette éthique de l'art, on ne devrait plus écrire que selon cette modalité d'écriture. La célèbre proposition d'Adorno, il est impossible d'écrire de la poésie après Auschwitz, est totalement mal comprise. D'abord, ce n'est pas ce que dit Adorno. Adorno dit écrire de la poésie après Auschwitz est barbare. C'est-à-dire, il n'est pas dans la négativité, il est presque dans la prescription. Si on veut écrire de la poésie après Auschwitz, il faut le faire de manière barbare. Et le barbare, on se souvient, pour les Grecs, c'est celui qui balbutie précisément, celui qui n'est pas capable d'articuler un langage. Le langage vient ordonner le monde. La poésie vient harmoniser le monde. La langue a ce pouvoir-là. Barthes disait la langue est fasciste, au sens où elle impose un ordre sur le réel. Et la poésie résiste. Et une poésie comme celle que vous partagez avec nous, nous fait comprendre cette résistance-là. Et d'une certaine manière, nous devrions avoir notre conscience brisée, comme l'est la langue ukrainienne dans ce poème, ou comme l'est la langue allemande dans la poésie de Paul Celan, comme l'est l'espagnol dans la poésie de Juan Gelman, par exemple. Enfin, voilà, les exemples sont là. Et la poésie est là pour nous inciter à d'autres positionnements. La langue ukrainienne, on le sait, on l'a dit, est dans une espèce de proximité avec la langue russe. Je voudrais citer ici un article écrit par un ami et collègue d'AMU, Nicolas Tourmadre, qui est professeur émérite linguiste et professeur émérite à Aix-Marseille Université, et qui, dans un article paru au mois de mars dans Libération, attirait notre attention sur la dimension linguistique. Je cite cet article paru dans Libération. D'un point de vue linguistique, il est utile de rappeler un point essentiel. Le début de la guerre, qui en réalité a commencé en 2014,
2014 de façon locale dans 2 villes de l'Ukraine orientale était lié à la question des langues. Et il en vient à préciser, si l'ukrainien est parlé par la majorité de la population parmi la dizaine de langues parlées dans le pays, le russe occupe la deuxième position de 30 à 50% selon les enquêtes. Mais ces chiffres ne prennent pas en considération une troisième langue très fréquente, le Sourjek. surzik, Sourjek. surzik, surzik, mélange de céréales, notamment de blé et de seigle, qui désigne un mélange d'ukrainien et de russe. Et contrairement, dit encore notre collègue un peu plus bas, Nicolas Tourmadre, contrairement aux Russes qui ne comprennent pas la langue ukrainienne, les Ukrainiens russophones comprennent en général très bien l'ukrainien, mais préfèrent habituellement s'exprimer dans leur langue maternelle. Bref, proximité à la fois sociolinguistique, et linguistique, dans la morphologie, dans le lexique, dans la syntaxe. On ne va pas ici se basculer en séminaire de linguistique, mais il est évident qu'il y a comment dirais-je, un malaise à constater quand deux langues sont aussi proches l'une de l'autre que le conflit peut malgré tout advenir. Alors qu'on pourrait s'attendre à, si deux langues sont proches, si deux langues sont sœurs, disons, le conflit ne devrait pas advenir. Et je voudrais citer deux autres exemples, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est les deux exemples qui me viennent à l'esprit, c'est le castillan et le catalan, et l'allemand et le yiddish. Et dans ces deux cas, là où une certaine proximité aurait dû désamorcer à l'avance le conflit pourtant est advenu. Est-ce que vous avez aussi le sentiment de cette dimension linguistique, ou plus exactement la manière dont les langues sont à la fois le reflet et le produit de la situation? Je dirais que déjà, il n'y a pas une langue, il y a une façon d'habiter la langue et d'utiliser le langage. Il y a des langages. Et un langage implique qu'il y a deux sujets, en fait. Et le problème, c'est que les Ukrainiens peuvent parler russe, les Russes ne parlent pas ukrainien. Et donc, autant les Ukrainiens peuvent comprendre les Russes et même parlent russe et peuvent et ont en fait une vraie mobilité. En fait, il y a une labilité dans le choix de telle ou telle autre langue. En vrai, moi, 30-35% de russophones, ça me paraît euh, enfin, de façon empirique, ça me paraît très peu par rapport à la réalité. Mais en vrai, les gens peuvent se parler en ukrainien, se répondre en russe et vice-versa. Mais en Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a il y a cette possibilité d'un dialogue et de se comprendre ou de ne pas se comprendre. Ou voilà, de créer une langue, de bricoler le sourjik, donc qui est un mélange en fait entre le russe et l'ukrainien. Mais ça n'existe pas entre la Russie et l'Ukraine, puisque en Russie, les Ukrainiens vont juste parler russe. Euh, et je pense qu'il y a du coup, il y a une forme de méconnaissance des Russes, où l'Ukrainien est vu en fait comme une sorte de Russe un peu différent, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas, et c'est vraiment une façon très pauvre en fait de voir une langue dont la parenté est proche. Euh, mais voilà, je dirais en fait qu'il y a une absence de nuance et de compréhension, et du coup, il y a un dialogue qui ne se fait pas. Et, il y a plein de raisons politiques et historiques qui expliquent ça, mais je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été réglé, en fait. Et donc, ça explique que ça pourrait expliquer que du côté russe, il puisse y avoir des incompréhensions sur ce qui se passe actuellement. Après, j'y suis pas, je connais pas assez de gens là-bas, hein, mais Oui. Ce qui pour nous est bien sûr intéressant, c'est que la littérature et la poésie peut être l'espace sur lequel se projetteraient ces conflits. il y a des artistes, il y a des écrivains qui écrivent d'ailleurs en russe et en ukrainien au sein d'une même voilà, œuvre, par exemple. voilà, Il voilà, y a un voilà. dialogue, en fait, enfin, il y a un dialogue, il y a un rapport qui se crée, et des pièces qui sont tout à fait contemporaines, d'ailleurs, utilisent en fait les langues comme un fait littéraire, comme un acte littéraire, et qui permet justement d'envisager les choses sous un autre angle, ou de creuser en fait
ces langues qui ne s'entendent pas ou une langue qui entend davantage l'autre, qui peut davantage comprendre l'autre, et à l'inverse, une qui est complètement hermétique parce qu'il y a un canal, enfin, il y a une langue qui permet une compréhension. Voilà, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont deux langues et les Russes en ont une. Et c'est vrai que plus on a de langues pour se parler et plus on a de langues avec lesquelles on pense, avec lesquelles on réfléchit ou qu'on peut lire, et je pense plus on est sensible justement à l'altérité. Tout à fait. Et cette altérité dont vous parlez, la poésie peut l'accueillir. Enfin, je pense à certains poèmes de Paul Celan où l'allemand et le yiddish sont en juxtaposition. Je voudrais, vous avez aussi eu la gentillesse de partager un autre poème avec nous qui pour moi je veux dire, véhicule la même force d'émotion, et je voudrais vraiment qu'en conclusion on puisse évoquer ce poème. Je vous laisse présenter le poète en question. Donc Serhii Jadan, qui est né en 74, donc qui est un petit peu plus âgé que Lubaya Kimchuk, et qui vient aussi en fait de cette région de Luhansk, qui vit à Kharkiv et qui est toujours à Kharkiv aujourd'hui. Donc, outre le fait que c'est un poète, c'est aussi un écrivain, un romancier, un traducteur de Paul Celan, de Charles Bukowski, enfin en tout cas de langue allemande, de langue anglaise. Et c'est un musicien qui a un groupe de rock qui s'appelle Jadan Isobake et Sobakev Kosmosar, donc les chiens dans l'espace. Et voilà, c'est un artiste protéiforme qui écrit aussi en langue ukrainienne, mais qui vient aussi d'une région russophone et qui, pour le coup, ben voilà, comme Luba Yakimchuk, utilise la langue ukrainienne vraiment comme un moyen de militer et de faire entendre cette langue ukrainienne, de faire entendre de dire l'histoire de l'Ukraine aussi en ukrainien parmi des régions qui ont perdu ou qui se sont russophonisées par les vagues successives de l'histoire. Et donc le poème, donc, qui n'a pas de titre, que je vais vous lire maintenant. C'est un recueil récemment paru également. Alors, l'anthologie du Donbass, ça a Ah. été paru en 2015. Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти здвож соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задемлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла серед нічних осель, не буде зелених долин і заміських пустил. Буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма, залита вапном, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах. Підстрелений з листоноша з порожнім змішком, підвішений за ребро священик із безжурним смішком. Цвинтарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур. Такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Et pour la traduction. Nous sommes des réfugiés, toi et moi. Prends le plus important, prends les lettres, prends seulement ce que tu peux mettre. Dans tes mains, les rouchniks, les icônes, les couteaux argentés. Prends les crucifix en bois et les moulages dorés. Prends le pain, quelques légumes, puis va. Nous ne reviendrons plus jamais là. Nous ne reverrons plus jamais nos villes. Prends les lettres, toutes,
jusqu'à la dernière, la plus vile. Nous ne reviendrons jamais dans nos supermarchés. Nous ne boirons plus aux sources asséchées. Nous ne verrons plus les visages familiers. Nous sommes, toi et moi, des réfugiés. Il nous faudra courir à travers la nuit et les tournesols, fuir les chiens, dormir parmi les bêtes, à même le sol. Nous devrons recueillir l'eau des pluies, attendre dans les camps, provoquer les dragons sur les drapeaux dans les champs. Les amis ne reviendront pas. Tu n'emprunteras plus ce sentier. Il n'y aura plus de cuisines enfumées ni de travail coutumier. Il n'y aura plus de lumière dans les pièces délaissées, plus de plaines vertes ni d'espaces désertés. Il y aura un soleil flou derrière la vitre du wagon chaud. Il y aura une fosse de choléra recouverte de chaux. Il y aura des souliers de sang sur des jambes féminines, des sentinelles exténuées au bord de l'abîme. Un postier tué et son sac vide. Un prêtre pendu sous des rires perfides. Le silence des cimetières, le bruit des commandants de tour. Les listes des morts imprimées sans vérifier l'écriture. Si longues que l'on n'a pas le temps de chercher chaque matin son nom là-dedans. Je laisse à nos auditeurs le soin de découvrir donc ce poème et de découvrir votre traduction. Alors ça, c'est pas ma traduction, c'est la traduction dans le recueil donc de l'anthologie du Donbass. Donc c'est Madame Irina Dmitrichine, donc c'est elle qui a réuni en fait des textes et donc qui a publié cette anthologie. Donc c'est sa traduction. D'accord, mais on lui donne le crédit donc de cette traduction remarquable qui reprend, comme on l'a constaté, le système de rimes, les rythmes de l'original, etc. Et je dirais l'audace, par exemple, de faire rimer commandatur avec écriture, justement même au mépris de la justesse phonétique, mais dans une réalité sémantique et historique et politique. Ça marque une dissonance en fait, voilà, d'associer dans une même rythme de réalités qui sont très éloignées. Tout à fait. C'est un poème très beau parce que c'est un poème sur la fuite, c'est un poème sur les adieux définitifs, ce qu'on laisse à jamais, ce que l'on choisit de prendre avec soi, et ce qui se perd aussi pour toujours. Et il y a une vraie tension dans toutes les différentes constructions anaphoriques qui font ponctuer le poème vraiment ou le scander comme une litanie. Et puis c'est un poème qui est marqué par l'impossibilité d'une part, avec toutes les nombreuses tournures négatives. Il n'y aura plus... et en même temps, l'ordre intimé de prendre le plus important, de prendre les lettres. En fait, je trouve que, littérairement parlant, et sur le symbole de ce qu'est l'écriture et de ce que c'est que d'écrire, de traduire, de créer, quand on perd tout, de conserver des mots, de conserver des lettres dans le poème, c'est prendre les lettres, c'est prendre le plus important. Alors évidemment, c'est ce qui est le plus facile à transporter, des lettres, c'est moins lourd qu'un livre. Et puis les lettres, c'est le lieu de l'intime, c'est les choses qu'on a partagées. Enfin, c'est un échange intime avec des gens qu'on aime. On envoie des lettres à qui on a envie de partager des choses. Donc c'est vraiment conserver les liens les plus intimes avec soi dans la fuite. En perdant tout le reste, en perdant le confort, en perdant un quotidien qui était sûr, où la vie suivait son cours, et puis tout d'un coup, un quotidien qui est marqué par la fuite, par la perte, par une vie précaire, par une vie très, très précaire. Et face à cette précarité, il faut garder les lettres. Il y a cet ordre de prendre le plus important, de garder ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que le dernier vers nous met sur la voie d'un sentiment que le poème précédent nous avait déjà insufflé, à savoir que le nom est perdu, la subjectivité même est perdue, on n'a pas le temps de chercher son nom là-dedans, donc on oublie le nom disparaît, mais reste la lettre. Or la lettre, c'est ce rapport à l'autre, c'est ce qui s'établit entre deux êtres, comme si, au-delà des subjectivités, ce qui survivait, c'est l'intersubjectivité, c'est le rappel de l'autre. On est toujours dans la mémoire de l'autre, on est toujours dans la conscience de l'autre, et la guerre, c'est précisément l'atteinte de ce dispositif humain minimal
je n'existe pas en moi-même, je n'existe que par l'autre. Et ce poème, je pense, nous le rappelle avec une force bouleversante. Concluons sur ce poème. Je crois qu'il résume ce que nous avons essayé de faire, aussi ce rapport à l'autre, ce que vous-même établissez entre votre propre subjectivité, jeune femme vivant en France, d'origine ukrainienne, et ce qui se passe là-bas en Ukraine, et ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui, donc aussi un rapport aux autres, à toutes et à tous les autres qui, qui nous écoutent. Agathe Michalina Bonin, je vous remercie sincèrement. Merci Moi qui vous beaucoup. remercie.